Pourquoi la Russie ne peut-elle pas arrêter les armes américaines? Les États-Unis ont envoyé près de 30 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine, dont une partie importante est du matériel militaire. L'équipement a directement soutenu l'étonnante contre-offensive de la nation avec l'équipement américain entrant en scène dans la bataille avant même qu'elle ne soit lancée. La Russie découvre maintenant pourquoi les États-Unis n'ont pas de couverture médicale gratuite. Mais quel équipement les États-Unis ont-ils envoyé et pourquoi semble-t-il que la Russie ne puisse pas riposter? Javelot. Une semaine après l'invasion russe de l'Ukraine, il y avait un nom que l'armée russe et le reste du monde avaient l'habitude d'entendre, Javelot. Ce premier système anti-char américain est entré en service en 1996 quand il a remplacé le M47 Dragon et s'est avéré absolument mortel contre l'armée russe. C'est l'arme que l'infanterie américaine aurait utilisée elle-même dans une éventuelle guerre contre la Russie et son efficacité n'est pas des plus terrifiantes. L'arme est composée de deux éléments, le tube de lancement et l'unité de lancement de commande réutilisable. L'indice ULC est le cerveau du système et dispose d'un agrandissement au quadruple de jour comme de nuit avec sa vue thermique. Tout ceci permet à l'infanterie américaine de ne plus forcément compter sur le soutien de véhicules lourds pour l'identification des cibles et l'ULC peut être utilisé seul même lorsqu'il n'y a plus de missiles disponibles pour fournir à l'infanterie un champ de vision thermique portatif et très efficace. L'option de champ de vision agrandi 12 fois permet au tireur de zoomer précisément sur une cible et de l'identifier correctement. Lorsque le canonnier est prêt à tirer, il passe en mode FOV Seeker pour un agrandissement multiplié par 9 qui est maintenant transmis à l'unité de guidage du missile. Avec une cible sélectionnée, le canonnier appuie sur un deuxième bouton et le missile est en route pour renvoyer 8,4 kg de charge tandem supersonique à haute puissance explosive américaine à sa cible. Afin de vaincre l'armure réactive moderne, le missile Javelot comporte deux ogives qui explosent de manière rapide et successive. La première est une charge plus petite qui vise à faire exploser les panneaux de blindage réactifs explosifs qui sont sur le missile pour tenter de le perturber. La deuxième charge forme et crée un flux étroit de métal fondu qui pénètre à travers l'armure de char pour livrer une expérience extrêmement émotionnelle à l'équipage à l'intérieur. En ciblant les véhicules blindés, le Javelot passe en mode attaque maximale dans lequel le missile vole droit dans les airs et descend directement sur l'armure supérieure la plus mince du char. Vous avez probablement vu des photos de chars russes avec ce qu'on a rapidement appelé des cajots. Ces cages métalliques étaient soudées sur les chars russes au début de l'invasion pour se protéger contre les missiles anti-chars et dans certains cas pourraient en fait être efficaces. Cependant, contre les armes anti-chars modernes, les cages étaient tout simplement un gâchis et comme Saint-Javelot a pris un lourd tribut sur les chars russes, le ministère russe de la Défense a rapidement cherché une autre alternative. De nos jours, vous ne voyez probablement pas beaucoup de ces cages sur les chars russes parce que la plupart des chars russes sont maintenant des chars ukrainiens et ils n'ont pas fonctionné. Pourquoi les Javelots sont-ils si efficaces contre les armures russes? La vérité, c'est que les missiles anti-chars modernes et de qualité fournis à l'Ukraine sont d'une efficacité terrifiante. Même les chars occidentaux auraient du mal à se défendre contre eux, c'est pourquoi les États-Unis ajoutent progressivement le système de protection Trophy à leurs propres chars. Ce système de missiles anti-chars lance des charges explosives sur les missiles entrants qui sont plus efficaces que les panneaux réactifs de blindage explosif. Cependant, la vraie raison pour laquelle les Javelots pilonnent l'armure russe dans la ferraille est que la Russie a une très mauvaise politique militaire et utilise mal les chars. Les chars ne sont pas conçus pour fonctionner seuls, mais plutôt pour être assistés directement par l'infanterie. Les forces d'infanterie de soutien ont pour rôle de garder les équipes de chasseurs-tueurs ennemis à distance, mais l'armée russe a régulièrement montré qu'elle n'utilise pas du tout l'armure et l'infanterie ensemble. Souvent, l'armée russe est simplement délaissée avec des résultats prévisibles. Drone kamikaze. Il y a de fortes chances que vous connaissiez les noms Phoenix Ghost ou Switchblade. L'infanterie russe n'est pas seulement au courant des noms, mais elle les craint sérieusement. Le drone Phoenix Ghost est une munition développée dans le cadre du programme d'armes Big Safari de l'armée américaine. Ce programme d'acquisition vise à fournir rapidement de nouvelles armes pour faire face aux menaces imprévues ou changeantes, ce qui permet à l'armée américaine de contrer rapidement des velléités ennemies en utilisant la technologie préexistante, plutôt que de passer par tout un cycle de développement et d'essai de nouvelles technologies. À ce jour, les États-Unis ont envoyé environ 700 de ces armes en Ukraine, avec un impact important sur le champ de bataille. Les munitions qui traînent peuvent survoler une zone pendant 6 heures et effectuer une surveillance de nuit et de jour grâce à ces capteurs infrarouges. Une fois qu'une cible a été détectée, le drone échoue sur sa tête avec un final explosif. Le drone est idéal pour sortir l'infanterie retranchée ou même des véhicules légèrement blindés tels que les camions. Le Switchblade est le nom que la plupart des gens connaissent et a en quelque sorte volé la vedette au Phoenix.
Cette arme a été conçue par les forces de commande spéciales de l'US Air Force comme un moyen de donner rapidement à l'infanterie des méthodes pour fournir son propre appui aérien en Afghanistan. Le soutien aérien traditionnel pourrait ne pas toujours être disponible ou prendre du temps à réagir, en plus causer de graves dommages collatéraux. Le Switchblade 300 peut cependant être porté par des soldats individuels et utilisé à la fois pour la reconnaissance et l'attaque tombant directement sur la tête d'un ennemi. Lorsque l'arme a été envoyée pour la première fois en Afghanistan, c'était au cas d'essai et en nombre limité. En 2012, les soldats américains ont reçu 75 Switchblade pour essayer dans des conditions réelles. Les résultats de ce test restent classifiés, mais très peu de temps après, l'armée américaine a demandé que l'arme soit immédiatement disponible et en bien plus grand nombre. Les insurgés ont vite eu peur et les soldats américains ont apprécié. Peu après ses débuts en Afghanistan, le Switchblade a été testé depuis la baie ouverte d'un transport d'Osprey, suivant et percutant sa cible avec succès. Cela a ouvert la voie à un nouveau développement entre le fabricant Switchblade, AeroVironment et Kratos Defense and Security Solutions pour un véhicule aérien de combat sans pilote à grande vitesse et longue portée qui pourrait servir de vaisseau mère à une foule de drones Switchblade. Le UCV serait conçu pour déployer rapidement un nombre écrasant d'aiguillages afin de surmonter les défenses ennemies. Les États-Unis ont fourni plus de 1000 versions antipersonnelles et anti-blindées du drone Switchblade que l'Ukraine a utilisé avec une efficacité dévastatrice. En réponse au succès retentissant du Switchblade, la Russie a annoncé le développement de sa propre munition vagabonde, le LAOP 500, dont elle se vante d'être 2 fois plus puissante que le Switchblade. Étant donné que la Russie fait sortir des T-62 des musées pour qu'ils se battent en Ukraine, cette vantardise est à prendre avec des pincettes. Pourquoi donc la Russie ne peut-elle pas arrêter ses drones américains? La réponse la plus simple, c'est que la Russie n'était tout simplement pas prête pour la guerre moderne. Malgré ses nombreuses prétentions d'avant l'invasion, la Russie a prouvé qu'elle ne savait tout simplement pas comment mener une guerre moderne. Elle n'a pas mené d'opération interarmes à grande échelle et a fait preuve à maintes reprises d'une négligence totale de la sécurité électronique et des signaux. La dévastation causée par les munitions intelligentes fournies par l'Occident prouve qu'elle n'était pas préparée aux conséquences d'un champ de bataille intelligent. Cependant, la réponse la plus difficile est que personne n'est vraiment préparé à la menace des munitions flottantes que représentent les drones modernes. Il n'y a tout simplement aucun moyen de fournir une protection adéquate aux forces d'infanterie contre le vagabondage des munitions, bien que les États-Unis travaillent à ce problème depuis quelques années maintenant. Les capacités de guerre électronique destinées à perturber les signaux des drones ou même à les abattre avec des armes à impulsion électromagnétique sont maintenant considérées comme faisant partie intégrante de la structure même du peloton d'infanterie américain traditionnel. La prochaine fois que les colosses américains iront à la guerre, attendez-vous à voir Geek Squad se battre à leur côté, car sans le soutien de la guerre électronique, l'infanterie est trop vulnérable dans de futurs conflits. Stinger. Au début de la guerre, les forces aériennes russes opéraient en grand nombre dans tout le pays. À l'heure actuelle, l'aviation rotative russe est manifestement absente des lignes de front. La raison en est que les États-Unis ont fourni des FIM-92 Stinger et d'autres plateformes similaires par d'autres pays occidentaux. L'aviation russe a des souvenirs traumatisants de la guerre en Afghanistan quand ses hélicoptères ont été mutilés par des Stinger américains. Aujourd'hui, le système d'armes a été mis à jour mais reste relativement le même que lorsqu'il libérait les aviateurs communistes de leurs problèmes terrestres en 1985. Le Stinger est une arme de défense anti-aérienne portatif ou manpad qui peut engager des cibles jusqu'à 3800 mètres de distance, ce qui le rend parfait pour éliminer des avions volants à basse altitude comme des hélicoptères. Sa tête de chercheur intelligent peut faire la différence entre le panache d'échappement d'un avion ennemi et ses moteurs, l'aidant à rentrer chez lui pour un ciblage réussi. Pour lancer l'arme, une unité de refroidissement de batterie ou BCU est insérée dans la poignée, ce qui fournit une alimentation en gaz argon de haute pression qui refroidit cryogéniquement l'aspirateur à la température de fonctionnement. Cela emmène le chercheur à être très sensible aux sources de chaleur, lui permettant ainsi de se verrouiller sur les véhicules ennemis avec une grande précision. Une fois tiré, un petit moteur d'éjection fait sauter le missile hors de portée de l'opérateur et à distance de sécurité, où le moteur principal de la fusée est activé, envoyant le missile sur son chemin. L'ogive est relativement petite, seulement 1,2 kg d'explosifs HTA-3, un mélange de HMX, de TNT et de poudre d'aluminium. Cependant, l'arme est conçue pour percuter directement les moteurs d'un véhicule qui peuvent être facilement endommagés ou détruits même avec une petite quantité d'explosifs. Alors pourquoi le Stinger met-il violemment toute la flotte aérienne russe au sol? Une fois de plus, c'est une question de doctrine. Les forces russes font un piètre travail pour intégrer la puissance aérienne aux forces terrestres, laissant les avions russes volant à basse altitude sous la menace d'armes portatives. Cependant, le vrai hic est le manque de précision de la Russie.
La plupart de ces avions d'attaque au sol manquent de gousses de ciblage, ce qui signifie qu'ils doivent venir en bas pour toute attaque pour avoir un grand degré de précision. Cela les met directement sous la menace du Stinger. HIMARS. Nous ne pourrions pas faire un épisode sur les armes américaines qui sont un cauchemar pour la Russie sans mentionner le système HIMARS. Il n'est pas très impressionnant sur papier. Le système de roquettes d'artillerie à haute mobilité est à première vue une artillerie de roquettes sous-alimentée. Contrairement à son cousin plus compétent, le M270 MLRS, le système HIMARS dispose de la moitié du nombre de munitions, 6 roquettes GMLRS. Ce n'est qu'un camion avec une seule nacelle de missiles sur le dos. Alors pourquoi cette arme a-t-elle changé le visage de la guerre en Ukraine? Au début des années 1990, l'armée américaine se réorganisait, passant de la Troisième Guerre mondiale contre l'Union soviétique et ses alliés aux guerres de buissons prévues à l'avenir qui comporteraient un conflit de faible intensité. Cela signifiait que l'armée devait dégraisser et commencer à fournir des armes mobiles et flexibles, ce qui n'est pas le cas de l'artillerie traditionnelle. HIMARS a été mise au point pour répondre aux besoins d'une force au sol légère comme les parachutistes américains ou un petit contingent de troupes outre-mer qui combattent un conflit nécessitant une précision plutôt qu'une puissance de feu écrasante. Monté sur un camion, le système a beaucoup plus de mobilité et de vitesse que n'importe quel de ses cousins chenillés, et cela a été un énorme attrait pour un futur conflit de faible intensité. Toutefois, c'est précisément ces capacités qui rendraient l'HIMARS si utile aux forces ukrainiennes. Face à un nombre écrasant de personnes, l'Ukraine avait besoin d'une plateforme capable d'exécuter rapidement une mission de tir, puis de s'enfuir avant que les contre-attaques ennemies de l'appui aérien puissent intervenir. L'artillerie traditionnelle de tube serait basée autour des zones de l'Ukraine pour adopter une certaine forme de défense aérienne qui les a protégées, mais les a dépourvues de flexibilité. HIMARS pourrait toutefois se rendre rapidement à un site de lancement, faire sauter ses missiles et s'en aller en quelques minutes, ce qui permettrait au système d'armes d'être n'importe où et dans de brefs délais. Mais c'est la précision et la portée d'HIMARS qui le rend vraiment mortel. Chacune des 6 fusées GLMRS a une portée de 57 miles, 92 km et est armée d'ogives de précision. Cela donne à l'Ukraine la capacité de frapper derrière les lignes ennemies à des cibles hors de portée de l'artillerie traditionnelle de tube qui a une portée d'environ une douzaine de kilomètres. Mais c'est la précision qui compte vraiment parce que chaque fusée peut être programmée pour atteindre une cible spécifique ou pour doubler et vaincre les forces ennemies frappant exactement à leur point le plus faible. Le rayon d'erreur de l'HIMARS est classifié, mais on pense qu'il n'excède pas quelques mètres au maximum et est probablement loin, beaucoup moins que cela étant donné l'histoire des armes intelligentes américaines. Avec seulement une douzaine de ces armes au début de l'été, l'Ukraine a commencé à frapper des postes de commandement et les nœuds logistiques russes, ce qui a eu un effet immédiat sur le champ de bataille car les forces russes ont été ralenties en rampant alors qu'elles luttaient contre le chaos qui se dessinait derrière leurs lignes. La Russie a rapidement neutralisé l'arme, consacrant de grandes quantités de puissance aérienne et de forces d'opération spéciales à localiser et à détruire ses lance-roquettes mobiles. Quelques semaines après le déploiement d'HIMARS en Ukraine, la Russie a affirmé qu'elle les avait tous détruits, mais les États-Unis ont confirmé qu'aucun HIMARS n'avait été perdu au combat. La Russie a-t-elle menti? Normalement, la réponse à cette question serait oui, mais dans ce cas, ils auraient pu dire la vérité, du moins de leur propre point de vue. Parce que l'arme est montée sur un châssis de camion lourd générique, l'Ukraine a créé plusieurs leurres HIMARS en utilisant des camions peints en vert. D'autres leurres étaient de simples maquettes en bois, et il était confirmé que la Russie a détruit au moins 10 de ces leurres avec des missiles de croisière calibre. La Russie a mordu à l'hameçon et a déployé des efforts et des ressources considérables, mieux utilisées ailleurs pour trouver et détruire ces faux HIMARS, laissant le vrai HIMARS à l'abri des attaques. Les États-Unis ont rapidement accepté de fournir à l'Ukraine plus d'HIMARS et le pays a maintenant un peu moins de 2 douzaines de ces plateformes et prévoit en livrer d'autres. En date du 8 septembre, l'Ukraine avait frappé 400 cibles russes avec les armes, ce qui en fait l'arme la plus efficace de la guerre en Ukraine et qui a forcé la Russie à repenser radicalement la façon dont elle déploie ses forces. N'étant plus en sécurité derrière les lignes de front, les nœuds de commandement et de contrôle russes et les plateformes logistiques ont été mis hors de portée de HIMARS. Ce qui signifie que le rythme de l'offensive a ralenti à un seuil où les unités doivent attendre plus longtemps pour le réapprovisionnement. La Russie a menacé de riposter contre les États-Unis pour d'autres livraisons du système d'armes, mais étant donné qu'elle ne peut pas gérer 16 de ses armes et l'armée américaine en est équipée avec plus de 400, il semble que la bouche de la Russie reçoit des chèques que ses militaires ne peuvent pas encaisser. Maintenant, allez regarder que se passe-t-il avec l'armée russe ou alors cliquez sur l'autre vidéo.